par exemple, c'était plus facile. Et lorsque nous voyons la carte en agrégoire, avec la ligne de démarcation d'une part, les rivières d'autre part, et les lignes de chemin de fer, eh bien, il est extraordinaire de repérer sur les fiches de la lande les lieux où ont été arrêtés les gens. C'était là où il y avait des gares et là où il y avait des ponts. Ils ne passaient pas. Ils ne pouvaient pas passer. Or, venant de Paris, par exemple, par le train, c'est qu'ils savaient qu'à partir de Tours, on pouvait prendre le train vers Vierzon. Eh bien, on les voit arrêter où? À Cormery, à Saint-Pan, partout, dans toutes ces petites villes. On voit même une femme arrêtée avec ses 4 enfants sur une route du côté de Manchon. Elle est seule sur la route, apparemment. Bon. La bosse vers le nord de la zone dite libre attirait les gens venant du nord. Une autre famille que nous connaissons à peu près, c'est une famille qui vient de Hollande. Ils arrivent de Hollande, ils ont traversé la Belgique, ils ont réussi. Ils ont traversé la frontière, ils ont réussi. Et la frontière belge-française à l'époque n'était pas facile, car une partie de la Belgique, la Flandre, notamment, et la Flandre française, avait d'autres statuts politiques que les nôtres. Ils ont atteint Paris, ils ont traversé, ils ont pris un train, et on les retrouve arrêtés. En fait, ils ont été arrêtés à Saint-Élian, on les retrouve à Michelet. Et leur histoire, on la connaît parce qu'une personne de Tours a connu cette famille. C'est une histoire particulière, très intéressante. S'il y a beaucoup de juifs arrêtés dans notre département, c'est la géographie qui le dit. Voilà. Et là où ils ont été arrêtés, c'est extraordinaire. Des villages où il y a des gares, et là où il y a des pauvres. Alors, au niveau de l'histoire, eh ben, les années qui ont suivi la guerre, eh ben, dans tous les travaux historiques qui ont été menés juste après, en particulier par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ben, les Juifs n'existent pas, on ne les voit pas. Donc il faudrait essayer d'expliquer pourquoi. Moi, j'en suis encore bien incapable. Ce que je constate aussi, c'est que on est donc en 2007 et que le nom des enfants juifs au lycée Descartes, il va être inscrit simplement cette année. Alors que dans le hall du lycée, il y a des listes de noms d'élèves des victimes des 2 guerres mondiales. Donc ce travail d'histoire-là, il n'a pas été fait dans les années qui ont suivi. Voilà, donc c'est un constat que je fais. Et si nous avons justement voulu créer notre association, c'est parce que nous sommes plusieurs à avoir pensé que c'était pas tout à fait normal et qu'il fallait absolument faire ressurgir ces faits historiques. Et que finalement c'était relativement facile puisqu'il y avait tant d'archives, tant de traces écrites. Donc vous avez pu voir que par rapport à Simon a une vision évidemment plus scientifique, plus large, plus comment dire, distanciée par rapport à ces faits, que nous, la façon dont nous intervenons montre qu'on essaye de rechercher à finalement redonner une espèce de vie, une espèce de dignité à toutes ces personnes qu'on a traitées pire que des animaux. Donc nous continuons ce travail, je dirais même à chaque instant, puisqu'à chaque fois on a la chance d'être relayé par notre journal local et que après chaque article paru, eh bien il y a des gens pour prendre contact
et puis tout ça nous est transmis, et puis ça nous permet de rechercher encore d'autres éléments pour essayer de voir ce que sont devenues ces personnes. Sylvie, je te donne la parole, mais je voudrais juste ajouter deux choses. En 98, quand on a commencé à penser l'association, et en 2000, quand on l'a fondée, nos esprits nous ont dit qu'il n'y a plus rien à savoir. Encore aujourd'hui, à notre bout, on va célébrer et commémorer à Descartes, mais on a d'autres établissements ici et maintenant qui, pour l'instant et dans l'état actuel des choses, s'y refusent tout simplement. Et on n'a pas encore, mais on les aura, les archives et les éléments nécessaires pour le faire. Les assistantes sociales tout à l'heure par rapport à la Croix-Rouge française. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez parlé de ça au milieu de votre exposé? Le travail en commun entre les œuvres juives et... Oui, comment les assistantes sociales juives pouvaient... Enfin, pour moi, je suis désolée de dire ça, mais ma propre mère a été rejetée en tant qu'assistante sociale par la Croix-Rouge à Lyon, donc je suis très intéressée de savoir comment ça se passait en Touraine. Alors, pour vous donner un exemple particulier, l'assistante sociale du comité de la rue Amelot, elle-même s'appelait Marcel Valency. Son nom n'avait pas de consonance juive pour les personnes travaillant au sein de la CRF. Alors, évidemment, soit vous pouvez avoir à Lyon des dirigeants locaux de la CRF, qui refusent d'aider des organisations juives, des assistantes sociales. Mais force est de constater qu'à Tours et dans d'autres communes, et pour aider des gens dans les camps, ça s'est fait. Et l'accréditation de la Croix-Rouge pouvait se faire pas seulement par le dirigeant, par le président de la Croix-Rouge française à Tours, il pouvait se faire par le secrétaire départemental, par la chef des assistantes sociales, par exemple. Mais on sait que ça s'est fait à Tours, par exemple. À Tours, sur ce qui est arrivé à Sainte-Famille à Paris, et on a rapporté que des fonctionnaires courageux, avant la rafle, étaient venus prévenir sa famille. Donc vous disiez qu'il y avait un antisémitisme qui était moins fort en Touraine. Il sera intéressant de savoir si au moment de cette rafle du 15-16 juillet, d'autres fonctionnaires courageux ont pu prévenir des familles juives, ou est-ce que c'était le silence absolu? Non, on sait qu'il y a des agents subalternes, et probablement liés par des réseaux de résistance, ou liés par des anciens partis politiques comme la SFIO, qui était très répandue à Tours, notamment, par ces anciennes relations politiques, ont pu faire sortir l'information que la rafle allait s'opérer, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes juives qui ont pu sortir de chez elles juste avant la rafle, ou la veille. Ça a été le cas pour Émile Aron, puisque lui-même m'a dit, lorsque je l'avais interviewé en 2003, qu'il avait été prévenu par un fonctionnaire de la rafle, et je crois qu'il est sorti de chez lui la veille, je crois, ou dans la nuit, et qu'il a passé la ligne de démarcation pour aller à Beaucençay, dans l'Inde. Donc il s'en est sorti grâce à ça. Pour répondre à votre question, l'exemple le plus fameux, c'est 7 policiers du commissariat central de Nancy, chargés du service des étrangers, qui avaient donc identifié les 400 juifs étrangers de Nancy. Ils ont été informés par la Gestapo que le 16 juillet 1942, ils avaient arrêté ces 400 personnes. Ces 7 fonctionnaires de police solidaires sont allés, à partir du 13 juillet, dans toutes les familles, les ont avertis, ont donné à chaque membre de la famille des vrais faux papiers fabriqués au commissariat et, autre chose, les ont cachés. Ce qui fait que lorsqu'ils sont arrivés le 16 juillet au matin avec la Gestapo et la fête gendarmerie pour arrêter les 400 familles, ils ont arrêté moins d'une dizaine de personnes. Tous les autres ont ainsi été cachés. Et j'ai eu l'immense honneur d'assister au commissariat central de Nancy à la remise des justes à 2 de ces fonctionnaires.
Donc on pouvait désobéir, n'est-ce pas? Les 7 fonctionnaires ont été suspectés très fortement, mis les 7 à la retraite au début de l'année 1944, mais personne n'a jamais pu faire la preuve que c'était eux qui avaient été alertés. Tout à fait. Pour prendre l'exemple de Tours, effectivement, c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que le préfet nomme un commissaire central qui est tout neuf à Tours, parce qu'il doit suspecter d'amitié républicaine les autres commissaires qui prétendent pour ce titre. Et donc c'est pourquoi il faut bien comprendre que l'autorité préfectorale immisce son autorité dans l'appareil policier français et essaie de tenir le mieux possible, parce qu'il sait que les anciennes amitiés républicaines peuvent ressurgir. Voilà. En fait, l'appareil préfectoral ne peut pas immiscer son autorité autant dans la gendarmerie que dans l'appareil policier, de la police d'État. Il faut bien comprendre la différence entre la police d'État et la police municipale étatisée, la différence qu'il y a avec la gendarmerie. Parce que la gendarmerie reçoit ses ordres du préfet, mais le préfet n'a pas un pouvoir discrétionnaire, et il est beaucoup plus difficile pour un préfet de virer un gendarme ou un officier de gendarmerie. C'est pourquoi on a beaucoup d'histoires, j'ai récupéré beaucoup d'interviews où effectivement il y a des gendarmes effectivement qui aident les juifs, notamment à passer la ligne de démarcation, donc qui ferment les yeux, notamment lors du passage en zone sud. Il y a en fait une structure de l'autorité qui est très différente entre la police d'État et la gendarmerie. Par exemple, pour prendre un autre exemple, il y a un énorme conflit entre les dirigeants préfectoraux du Loiret et l'appareil de gendarmerie d'Orléans sur la gestion des camps du Loiret. Par exemple, les chefs de gendarmerie d'Orléans entrent en conflit direct avec le préfet délégué d'Orléans dans la gestion des camps du Loiret. Là, on entre dans un autre sujet sur les camps du Loiret, mais on voit bien qu'il y a des conflits qui sont possibles entre la gendarmerie française et l'autorité préfectorale, ce qui est impossible avec la police d'État. Pour vous dire qu'aujourd'hui même, j'ai reçu avec Mme Boss un monsieur qui vient d'Israël depuis 50 ans, un certain monsieur Knopf, qui a été caché à Tours par une certaine Madame Blin, si je me trompe. Et cette dame va avoir 95 ans. Et ce monsieur est tout simplement venu nous voir pour nous demander de l'aider à honorer cette femme qui est juste depuis 25 ans, donc c'est pas le problème. Le devoir a été fait en ce sens-là. Mais cette femme qui est pour lui sa deuxième mère, il avait eu sa maman qui a réussi à s'en sortir pendant la guerre. Ce monsieur appelle depuis 50 ans cette femme toutes les semaines par téléphone. Et c'est pour vous dire que vos travaux, on les retrouve dans le quotidien, c'est pas tous les jours, mais ils sont extrêmement positifs. Et sachez qu'effectivement, il y a eu des gens extraordinaires, il y en a eu en Touraine comme ailleurs. Je crois qu'il faut effectivement rappeler qu'en France, c'est quand même le pays d'Europe qui a sauvé le maximum de juifs. Pas assez. Comme le disait l'ambassadeur d'Israël, il y en a eu encore beaucoup trop. Lorsque nous avons fait notre cérémonie pour les justes, il y a eu encore beaucoup trop de déportations. Mais malgré tout, on est obligé de le reconnaître. Serge Klarsfeld est le premier à le dire, qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens extraordinaires en France et également à Tours.
dernière question. Ben, je vais vous dire bonsoir. Je vais vous dire que vous allez au bout de la table une feuille si vous voulez nous laisser vos coordonnées pour une éventuelle recherche, une éventuelle question supplémentaire.